Donc je me présente, je suis Émilie Cordina, je travaille dans l'équipe cancer-environnement au sein du centre. Je suis ingénieure épidémiologiste et je vais vous présenter mes travaux concernant les trajectoires d'IMC et le risque de cancer du sein de la femme. Donc ça va être une présentation assez méthodo et qui a pour but de vous montrer un petit peu le principe et les applications possibles de cette méthode. Donc tout d'abord une partie sur le contexte. Donc je travaille essentiellement sur le cancer du sein. Alors le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme à travers le monde, avec près de 1,6 million de nouveaux cas par an et 500 000 décès. Il existe une grande disparité géographique puisque l'Europe et l'Amérique du Nord sont 4 à 5 fois plus touchées que l'Asie par exemple. Et en France, les taux d'incidence sont très élevés avec près de 50 000 nouveaux cas par an et 11 000 décès. Donc les facteurs de risque du cancer du sein sont multiples. On en a identifié certains, tels que des facteurs liés à la vie reproductive et hormonale, comme une faible parité, une première grossesse tardive, un faible allaitement, la prise de traitements hormonaux ou encore une ménopause tardive ou une puberté précoce. On a aussi identifié des facteurs liés au mode de vie, tels que le manque d'activité physique, le travail de nuit, la consommation d'alcool ou encore de tabac, et enfin le surpoids et l'obésité. On a aussi identifié des facteurs de risque héréditaires ou encore des facteurs de risque environnementaux, tels que les radiations ionisantes ou les solvants organiques. Donc aujourd'hui, moi je vais m'intéresser particulièrement au surpoids et à l'obésité. Donc la corpulence d'un individu, elle est généralement mesurée à partir de l'indice de masse corporelle qui est calculé comme suit, le poids en kilos sur la taille en mètres, le tout au carré. Et l'Organisation mondiale de la santé a défini des classes pour interpréter ces résultats. Donc l'obésité est considérée aujourd'hui comme une épidémie mondiale puisqu'on a à peu près 1,4 milliard d'individus en surpoids, dont 500 millions d'obèses. Et on sait que la prévalence de l'obésité a doublé entre 1980 et 2008. Donc autrefois, l'obésité était plutôt réservée aux pays à plus fort revenu, alors qu'aujourd'hui, elle existe quand même dans des pays à revenus modérés, enfin faibles ou modérés. En France, la prévalence de l'obésité a été estimée à 15% et on a observé une augmentation de 75% ces 15 dernières années. Concernant l'association entre l'IMC et le risque de cancer du sein, on sait que cette association diffère selon le statut ménopausique, puisqu'en préménopause, l'incidence du cancer du sein diminue avec un IMC élevé, alors qu'en post-ménopause, l'incidence du cancer du sein va augmenter avec un IMC élevé. Alors, ces associations avec l'IMC sont généralement observées avec un IMC récent, qui est mesuré ou déclaré au moment du diagnostic, ou quelques années auparavant. Mais actuellement, il y a encore assez peu d'études avec l'historique du poids. Dans ce contexte, en fait, il paraissait assez pertinent du coup d'analyser, de faire une analyse de trajectoire de poids. Et l'idée, c'était d'analyser l'évolution du poids au cours du temps et de regarder son effet sur le risque de cancer du sein. Donc là, je vous présente rapidement l'étude sur laquelle je m'appuie. Donc c'est une étude quatrièmement en population générale qui a été réalisée dans 2 départements français, de Côte-d'Or et d'Ille-et-Vilaine. Son objectif était l'étude du rôle des facteurs environnementaux, professionnels et génétiques dans le risque de cancer du sein. On a inclus 1232 patientes atteintes d'un cancer du sein. C'était des femmes âgées de 25 à 75 ans, diagnostiquées entre 2005 et 2007 et qui étaient recrutées dans les hôpitaux et cliniques de ces 2 départements. On a inclus 1317 femmes sans antécédent de cancer, résidant dans les mêmes départements. Ces femmes avaient le même âge que les cas. Et afin de limiter les biais de sélection, on a utilisé des quotas par catégorie socio-professionnelle représentatifs de la population de chaque département. Concernant le matériel et les méthodes, on a donc utilisé 2 populations. Donc on a stratifié sur le statut ménopausique. On a ainsi utilisé 994 femmes non ménopausées et fait les analyses sur 1555 femmes ménopausées. Le questionnaire nous permettait d'avoir accès à certaines données anthropométriques, telles que le poids tous les 10 ans depuis l'âge de 20 ans,
et le poids 1 an avant la date de référence. On avait aussi la taille à 20 ans, et ça nous a permis de calculer l'IMC pour chaque individu, et ce pour chaque décade. Donc, afin de réaliser les analyses de trajectoire d'IMC au cours de la vie, je me suis intéressée au modèle de mélange semi-paramétrique développé par Nagin en 1999. Donc, c'est un modèle mixte non paramétrique qui permet une représentation graphique de données longitudinales, et cette procédure est implémentée dans SAS, donc c'est la fameuse proctrage. J'ai ensuite réalisé les analyses de l'association entre les trajectoires d'IMC et le risque de cancer du sein. Pour cela, j'ai réalisé des régressions logistiques non conditionnelles classiques ajustées sur l'âge et département et sur les facteurs connus du cancer du sein. Donc, l'objet de ce séminaire, c'était de vous présenter ce modèle d'analyse. Et donc, je vais présenter ça comme suit. D'abord, je vous présenterai rapidement le principe de la proctrage avec les objectifs de cette méthode, ainsi que la sélection du modèle optimal et les critères de validation. Puis, je vous montrerai l'application que j'en ai faite sur les données de l'étude Cécile. Tout d'abord, chez les femmes préménopausées, où je vais détailler un petit peu plus la sélection du modèle et les critères de validation. Et ensuite, je passerai plus rapidement sur les résultats chez les femmes postménopausées. Et enfin, je vous montrerai les résultats de l'analyse de l'association entre ces trajectoires définies par le modèle et le risque de cancer du sein. Donc la proctrage, c'est donc un modèle mixte non paramétrique qui permet donc d'éviter les biais des modèles paramétriques lorsque ces paramètres s'éloignent de la normalité. Il permet en particulier de déterminer la présence de sous-groupes distincts parmi un ensemble de trajectoires. En particulier, ça permet la modélisation de groupes à partir des données et non à partir de groupes qu'on aurait définis a priori. Ensuite, il va estimer la proportion de la population assignée à chaque groupe. Et enfin, ça permet d'établir un lien entre la probabilité d'appartenir à un groupe et des caractéristiques individuelles. Donc, ce modèle permet de répondre à plusieurs questions. Tout d'abord, c'est est-ce qu'il existe plusieurs types d'évolutions au cours du temps? Si oui, combien de types d'évolutions existent-ils? Quelles sont les formes de ces évolutions? Et enfin, quelle est pour un individu la probabilité d'appartenir à ce groupe? Donc les différents points de sélection du modèle sont, tout d'abord, on commence par sélectionner le nombre de trajectoires. Pour cela, on s'attelle à comparer les modèles à n et n plus 1 trajectoires. Le critère de sélection se basant sur la comparaison des BIC des deux modèles, en considérant qu'une valeur de BIC plus faible correspond à un meilleur modèle. Et on va répéter cette procédure jusqu'à l'obtention du modèle optimal. Ensuite, on va s'atteler à la détermination de la forme des trajectoires avec l'identification de l'ordre des polynômes déterminant la forme de chaque trajectoire. Donc le principe, c'est de sélectionner des trajectoires cubiques pour l'ensemble des groupes et ensuite de diminuer l'ordre des paramètres jusqu'à l'obtention de paramètres significatifs. La sélection du modèle, en fait, n'est pas aussi simple que ça, puisqu'on va aussi prendre d'autres critères pour déterminer le modèle optimum. Une fois qu'on l'a déterminé, une fois qu'on pense avoir déterminé le nombre de groupes optimum pour le modèle, on va aussi étudier d'autres paramètres statistiques, en particulier la moyenne des probabilités d'appartenance, dont a déjà parlé Fanny. Donc il faut savoir que le modèle va assigner à chaque sujet une probabilité d'appartenir à chaque groupe, et qu'ensuite cet individu va être assigné au groupe pour lequel il a la plus forte probabilité d'appartenir. Nagin considère que la moyenne des probabilités d'appartenance doit être supérieure à 70% pour que le modèle soit adéquat. Ensuite, on va comparer les prévalences estimées par le modèle et les prévalences réelles, et il faut que ces deux prévalences soient proches pour une bonne adéquation. Et enfin, on peut aussi étudier la cote de bonne classification. Alors la cote de bonne classification, ça correspond exactement, donc c'est le rapport de la proportion entre les sujets bien classés sur les sujets mal classés par la moyenne des probabilités d'appartenance. Donc c'est ce rapport-là sur le même rapport, mais basé sur les prévalences estimées. Et Nagin considère qu'un ECC qui est supérieur à 5 montre une haute exactitude de l'attribution du sujet à son groupe.
Donc à côté de ça, on peut aussi prendre en compte des paramètres non statistiques tels que la taille des groupes, puisqu'un grand nombre de groupes va entraîner une diminution de la taille des groupes qui peut poser problème pour la suite des analyses. Et on peut aussi s'intéresser à la pertinence clinique des groupes, et comme par exemple l'intérêt, on peut s'interroger sur l'intérêt de séparer des individus qui pourraient avoir des trajectoires assez proches. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu plus clairement ces étapes en les appliquant directement aux données de l'étude Cécile. Et donc pour ça, je commence par les analyses de trajectoire chez les femmes préménopausées. Donc ici, j'ai choisi de vous montrer les résultats qui sortent de la procédure de proctrage avec les différents modèles, donc de 1 à 5 trajectoires. Voilà. Et alors, donc, lorsqu'on modélise une seule trajectoire, on observe une moyenne des trajectoires qui commence donc avec un poids moyen, un IMC moyen de 21 pour monter jusqu'à un petit peu moins de 25. Lorsqu'on modélise les deux trajectoires, on se rend compte assez vite qu'on a deux trajectoires assez distinctes. Ensuite, on peut continuer avec le modèle à 3 trajectoires qui resépare un petit peu la trajectoire basse en deux. Un modèle à 4 trajectoires, on observe toujours une trajectoire assez haute et 3 trajectoires plus ou moins distinctes. Et enfin, un modèle à 5 trajectoires avec 3 trajectoires qui commencent avec un poids relativement normal pour arriver à différents poids à 50 ans. Donc rester en poids normal, en surpoids et ici arriver à la limite de l'obésité. Ici ressort une 4e trajectoire qui, on peut voir, ne représente que 3% des individus. Donc une trajectoire de poids qui est de poids relativement stable, de femmes qui étaient en surpoids à 20 ans et qui finissent en limite d'obésité à 50 ans. Et la dernière trajectoire qui est à peu près la même, qui représente à peu près la même trajectoire que dans les autres modèles, avec seulement 2% des individus. Donc ici, on peut voir qu'en comparant les BIC, le modèle à 5 trajectoires paraît clairement être le meilleur modèle. Donc alors, bon, ici, il ne faut pas s'affoler. Hein. J'ai choisi de vous montrer en fait la sortie SAS parce que c'est plus simple à expliquer que d'essayer de le dire autrement. Donc là, le principe, c'est que je suis partie sur le modèle à 5 trajectoires et maintenant, j'essaie de déterminer la forme précise des trajectoires. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le principe, c'est d'attribuer un modèle cubique pour chaque trajectoire et ensuite, je vais aller vérifier la significativité des paramètres. Donc là, pour les 5 trajectoires, pour les 5 groupes, on observe qu'on n'a aucun paramètre significatif. Et donc, du coup, je vais baisser l'ordre des polynômes pour arriver au final à ce modèle-là. C'est-à-dire que dans mon modèle final, je vais avoir en fait 2 trajectoires de forme quadratique avec ce paramètre quadratique-là et là significatif. Et ici, 3 trajectoires de forme linéaire. Donc, maintenant qu'on a nos 5 trajectoires avec la forme des trajectoires, on peut essayer de valider définitivement ce modèle. Donc ce modèle, je vous rappelle, ressemble à ça. Et donc on se retrouve avec 5 types de trajectoires différentes. Une trajectoire que j'ai appelée de poids normal, qui reste normale tout au long du temps, entre 20 et 50 ans. Ça représente quand même 47% de la population. Une deuxième trajectoire normale à surpoids à 50 ans, qui représente 33% de la population. Une trajectoire de poids normale, limite de l'obésité, qui représente 14% de la population. Une trajectoire une trajectoire de poids surpoids à obèse, où là on a seulement 3% de la population. Et enfin une trajectoire de pente très très ascendante, surpoids à obésité plus, puisque là ces femmes-là atteignent l'obésité dès 30 ans. Donc ce qui est intéressant de comparer ici, c'est les prévalences estimées avec les prévalences réelles. On peut voir que pour toutes ces trajectoires, les 2 prévalences sont très très proches. Ici, on a la moyenne des probabilités d'appartenance pour chaque individu à son groupe.
Et donc les recommandations de Nagin, je vous rappelle, étaient de 70%. Et ici, on se retrouve avec des moyennes de probabilité d'appartenance très élevées, en particulier pour les petits groupes, où là, ces individus-là sont certes sur des groupes de très faible prévalence, mais ils ont une très très forte probabilité d'appartenir à ce groupe. Donc ils sont vraiment très très distincts des autres. Et enfin, l'OCC qui est largement supérieur à 5 et qui donc ces trois critères-là montrent une bonne adéquation du modèle. Alors finalement, tout ça pour ça, à savoir étudier l'association entre les différentes trajectoires d'IMC définies par le modèle et le risque de cancer du sein. Donc ici, moi j'ai choisi de prendre comme référence la trajectoire de poids normale. Et donc après, j'ai appliqué un modèle de régression logistique classique ajusté sur les facteurs de risque connus du cancer du sein. Et donc on observe là une très nette diminution de l'OR lorsqu'on s'intéresse aux trajectoires de poids les plus hautes. Donc maintenant, je vais m'intéresser aux analyses sur pour les femmes post-ménopausées. Donc là, je vais vous faire grâce de tout ce que j'ai fait, enfin tous les critères de sélection. Je vais juste vous montrer à la fin le modèle sélectionné. Donc ça correspond là aussi à un modèle à 5 trajectoires. Là, on peut voir des trajectoires un petit peu différentes des trajectoires qu'on voyait chez les femmes préménopausées. Avec toujours un très gros groupe de 43, qui correspond à 43% de la population de femmes qui ont commencé à un poids normal à 20 ans et qui sont restées dans un poids à peu près normal à 70 ans, pour celles qui atteignent 70 ans, bien évidemment. On va avoir un autre gros groupe de 38% de femmes normales à surpoids, un groupe de 9% qui représente 9% des effectifs de femmes qui ont commencé en surpoids et que j'ai appelé surpoids parce qu'elles sont à la limite de l'obésité, en fait, arrivées à 60 ou 70 ans. Un quatrième groupe de femmes normales à obèses avec une très forte pente ascendante. Et enfin, un dernier groupe de femmes que j'ai classé comme surpoids à obèses. Donc ici, on a pu vérifier aussi que les prévalences réelles et estimées étaient très proches l'une de l'autre, que les probabilités d'appartenance individuelle au groupe étaient très très élevées, ainsi que l'OCC. Concernant l'analyse des trajectoires d'IMC dans le risque de cancer du sein, donc là j'ai pris comme référence toujours les femmes avec une trajectoire de poids stable normale. Et là on retrouve pas d'association nette avec les trajectoires d'IMC, même si là on peut noter une augmentation de l'OR pour les trajectoires de poids les plus hautes et les plus ascendantes. Voilà. Donc, dans ce contexte, l'analyse des trajectoires revêt un intérêt particulier en permettant d'étudier des profils d'évolution du poids au cours du temps et non plus des variables prises une à une. Chez les femmes préménopausées, on a vu qu'il existait un effet conjoint du surpoids et du gain d'IMC dans l'association inverse avec les cancers du sein, alors qu'on n'a pas vraiment retrouvé d'association nette avec le cancer du sein, même si, comme je vous montrais précédemment, on avait quand même un OR qui était légèrement augmenté pour les trajectoires de poids les plus hautes. Donc rapidement, une petite discussion sur ce modèle-là. Donc l'avantage de ce modèle, c'est que c'est un modèle non paramétrique, ce qui fait qu'on n'a pas d'hypothèse à faire sur la distribution des variables. Ce qui est intéressant, c'est qu'il permet la modélisation de groupes à partir des données et ce n'est pas des groupes qui seront définis a priori, et ainsi le fait d'avoir une représentation graphique. Les limites du modèle, donc comme beaucoup de modèles d'études de données longitudinales, l'idée c'est d'avoir au moins 3 points de mesure et idéalement d'avoir jusqu'à 4 à 5 points de mesure, c'est ce qui marche le mieux. Et enfin, comparé aux autres modèles, on a une vitesse de convergence qui est assez lente, et ce qui veut dire qu'il faudrait donc plus de données pour obtenir une précision équivalente. Alors là, rapidement, c'était juste pour vous montrer les autres applications qui étaient possibles. Et ce qui me semblait intéressant, mais du coup, ça a déjà été souligné pendant les questions de Fanny, à savoir les modèles qui peuvent tenir compte de plusieurs variables. Donc l'idée là, c'est qu'en fait,
là, sur ce modèle-là, il y a trois variables différentes, trois variables d'intérêt différentes. Et en fait, ce modèle va permettre de prendre en compte les trois variables et de les classer en 5 groupes. Et il va classer ces trois variables de façon non indépendante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Super rapide. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Émilie. Tu montres que donc en préménopause, a priori, l'augmentation du poids fait baisser le risque. En post-ménopause, il n'y a rien. Et finalement, est-ce que vous avez regardé en prenant le poids à partir de la ménopause? Puisque visiblement, les données jusque-là de la littérature montrent une association dans deux sens différents. Et finalement, est-ce que l'absence d'association que tu montres en ménopause, c'est pas lié à un effet noyé d'une diminution au départ et d'une augmentation après la ménopause? Vous avez regardé en partant de la ménopause? Alors en fait, il y a moins de suivi. Alors le problème alors c'est complètement justifié comme question, puisque justement nous, avec ce modèle-là, il faut voir qu'on n'a pas assez de points après la ménopause pour faire une analyse de trajectoire. Donc ce que j'ai aussi fait, c'est une analyse classique, c'est-à-dire que j'ai regardé l'évolution du poids entre différents points. Donc j'ai regardé le gain de poids entre 20 ans et 30 ans, le gain de poids entre 40 et 50 ans, ou alors le gain de poids après la ménopause, avant la ménopause, tout ça chez les femmes post-ménopausées. Et il se trouve qu'effectivement, lorsqu'on s'intéresse à la fenêtre d'exposition entre 40 et 50 ans, donc moi de ce que j'ai vu de mes résultats, on va dire classiques, un gain de poids entre 40 et 50 ans, ça a un effet beaucoup plus important sur le risque de cancer du sein. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir avec les analyses de trajectoire, parce qu'on retrouve, quand on voit sur... Ouais, en fait, ici, on n'observe pas du tout le regroupement ne permet pas de différencier, par exemple, une différence de trajectoire de poids entre deux points. Tu vois, alors que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé vraiment précisément entre chaque point et j'ai comparé ça directement. Et là, effectivement, on sent qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, un petit peu avant la ménopause ou un petit peu après, autour de la ménopause, mais surtout un petit peu avant, où là, un fort gain de poids à ce moment-là a un effet plus délétère sur le risque de cancer du sein qui arriverait après la ménopause. Et là, effectivement, comme tu dis, c'est peut-être un petit peu noyé avec le poids et les gains de poids qu'il y a chez les femmes plus jeunes, en fait. Et alors, j'ai une autre question. Comment on fait donc, dans ces cas-là pour prendre en compte une variable qui va être très liée à la trajectoire et très liée à l'événement? Par exemple, je pense au traitement hormonal de la ménopause, qui est donc lié au cancer du sein, enfin, selon certaines modalités en tout cas, et qui est lié aussi au poids, où les femmes qui sont traitées sont plus minces globalement que les autres. Et du coup, à quel moment, finalement, c'est juste pris en compte dans l'analyse derrière, dans la régression logistique, ou est-ce qu'on peut... Alors moi là, je les ai pris en compte juste dans la régression logistique, en ajustant sur la prise de traitement hormonal actuelle, ancienne ou pas de prise de traitement. Après, étant donné qu'on peut analyser différentes variables dans un même modèle, ça doit être possible peut-être d'intégrer dans un modèle de trajectoire le fait de prendre ou pas un traitement. Mais ouais, je ne sais pas exactement. Moi, c'est vrai qu'en général, quand j'intègre les notions d'IMC et de traitement hormonal, je le fais avec des modèles de régression classique où j'ajuste dessus, ou je stratifie pour voir un petit peu s'il y a quelque chose, s'il y a vraiment une différence. Mais dans ce modèle d'analyse de trajectoire, je ne me suis pas attelée à faire ça là-dessus. En fait. Merci. Moi, j'avais un peu la même question sur les pratiques de dépistage par mammographie. Alors, ce que je ne sais pas, c'est combien de temps fait gagner, entre guillemets, une mammographie par rapport à une évolution normale jusqu'au diagnostic. Mais comment, peut-être que c'est 1 an et dans ce cas-là, c'est négligeable.
Je connais Ouais, pas bien je sais pas l'histoire de... exactement. Hein? Je ne sais pas exactement non plus ce que ça. Mais si on fait une mammographie régulière de dépistage, on avance l'âge enfin, On avance l'âge du diagnostic de. et est-ce que ça peut jouer sur pré- et post-ménopause et comment on prend ça en compte dans des trajectoires? Le dépistage, c'est à partir de 50 ans normalement. Comment? Le Ouais, dépistage, le dépistage, en c'est pratique, 50 ans. c'est à partir de 50 ans. Non, Les mais le dépistage recommandations. recommandé. En pratique, c'est pas du tout Alors ça. après, il faut voir de quel âge elles ont, ces femmes-là, tu vois, parce qu'elles sont peut-être, je sais pas de quelle génération elles sont. Bah là, les femmes ménopausées, là, elles ont en moyenne 55 ans dans ma population. Non, mais quand elles sont nées quand? Enfin, tu vois, parce que le dépistage, ça a pas mal changé. Oui, mais bon, c'est une question un peu générale. Comment est-ce qu'on introduit une variable qui peut avancer le diagnostic ou l'augmenter? Là, je ne saurais pas te dire du tout. Non, je n'attends pas ton truc, je pas question. Il attend pas, il faut que je me rappelle. Moi, je suis un peu choqué par les effectifs des deux dernières trajectoires qui sont vraiment minimalistes. Ils sont ridicules, oui. Donc, enfin, je n'osais pas, hein, mais voilà. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de regarder la stabilité de ce qu'on obtient en faisant du rééchantillonnage ou des choses Alors, comme ça? en fait, pour ce... Ah oui, je ne sais pas du coup ce que c'est les postes. Mais on avait le même problème chez les préménopausés où la dernière trajectoire correspondait qu'à 2% de la population. Ce qui faisait en fait que 20 individus. Alors, dans les analyses de trajectoire, dans ce modèle-là, en fait, ce qui est important dans ces cas-là, c'est vraiment de regarder la moyenne des probabilités d'appartenance. C'est-à-dire que ces individus-là, alors certes, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont vraiment une très très forte probabilité d'appartenir à ce groupe-là. Donc, forcément, enfin, moi ça me paraît logique, il y a cette relation-là. Hein. Moins il y a de gens, plus c'est facile de les identifier. Oui, voilà, tout à fait. Mais il faut savoir qu'en fait, cette trajectoire-là, elle ressort, entre guillemets, dès qu'on intègre deux trajectoires dans le modèle. Tout de suite, c'est des sujets qui sortent du lot. Et qui effectifs. Alors, pas tout à fait les mêmes effectifs. Un tout petit peu plus pour les femmes en post-ménopause. Ici, on en a un petit peu plus, on en a peut-être 3 ou 4 en plus. Donc, des femmes qui sont un petit peu au milieu et qui, finalement, dans l'analyse à deux trajectoires, se retrouvent avec celle-là. Et puis, quand on rajoute ces trajectoires-là, finalement, elles sont mieux classées dans ce groupe-là, donc on les réattribue à ce groupe-là. Voilà. C'est vrai qu'on les voyait tout de suite. Je me souviens de la première question. Les cas des témoins sont appariés sur 10 ans. Ouais. Mais ils ne sont pas appariés sur le statut ménopausique. Donc là, les paires que vous faites, il peut y avoir très bien un témoin ménopausé quand le cas... C'est pas à Paris, c'est pas individuel. Ça n'apparaît non strat. Une stratification. Ça n'apparaît non par strat. On n'apparaît pas un cas avec un témoin. D'accord. C'est un appariement par fréquence. Je vais essayer de me rappeler la troisième. Oui, c'est du cas témoin. Donc, ce que vous observez, par exemple, avec l'IMC, quand l'IMC augmente, le risque de cancer du sein diminue, c'est ça? Ça peut éventuellement être un biais de survie sélective, non? Elles meurent avant, et donc elles n'ont pas le temps de faire le cancer du sein. Alors ça, c'est chez les femmes jeunes. Bah, je sais pas, elles sont grosses, donc elles n'arrivent pas à éviter l'autobus, enfin des choses comme ça. Avant la ménopause, la mortalité, c'est pas très élevé chez C'est les vrai, femmes. c'est vrai. Infarctus. Moi, je sais pas. Enfin, c'est quand même un cas témoin. Merci. Moi, j'avais une question sur le fait de... J'y avais jamais réfléchi avant, mais finalement, si on fait des trajectoires dans une étude de corps et qu'on essaye de mettre en relation avec un événement qui n'est pas très fréquent, du coup, pour définir les trajectoires, en fait, les cas ont très peu de poids par rapport à toutes les autres personnes, en fait. Et finalement, dans une étude cas témoin, c'est un peu différent, parce que pour construire les trajectoires, vous donnez autant de poids au cas. J'imagine les trajectoires sont construites sur l'ensemble des cas. Voilà. Oui. Et du coup, si par exemple le fait d'être malade avait une influence sur la trajectoire auparavant, donc du coup je me demandais si ce serait par exemple possible soit de pondérer la construction des trajectoires pour donner plus de poids aux témoins, par exemple. Ouais, en fait, j'avais fait quelque chose comme ça au début, c'est-à-dire que j'avais créé mes trajectoires
Chez les témoins, pour un petit peu essayer de pallier ce problème-là. Oui, mais du coup, Mais les cas, tu sais pas quelle ouais. trajectoire. Du coup, je me demandais si ce serait pas possible de donner plus de poids aux témoins ou alors de censurer les trajectoires, par exemple. Parce que si les femmes qui vont avoir un cancer du sein, par exemple, elles perdent du poids dans les années avant, ça va avoir une influence sur la construction des trajectoires. Donc, je sais pas, je me disais qu'il y avait peut-être les résultats que vous voyez dans la deuxième analyse, peut-être qu'il faudrait voir si, en faisant un peu différent, en faisant les trajectoires de manière un petit peu différente, si ça ne pourrait pas faire apparaître certaines choses. Après, oui, je comprends tout à fait la question et effectivement c'est assez pertinent, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que... J'avais pas dans l'idée que les femmes perdaient peut-être beaucoup de poids. Ben, je sais pas, mais Et là, le poids est en mesure... Regardez par exemple si la prise de poids chez les cas et les témoins est similaire, juste en regardant par exemple comme les graphiques avec l'échelle rétrograde là, pour voir la trajectoire moyenne. Et vous verrez. Alors, la trajectoire moyenne de prise de poids chez les cas et les témoins, d'un point de vue statistique, elle est identique. Si on est purement stat, il n'y a pas de différence. Après, on peut peut-être creuser autre chose parce que les stats ne répondent pas à tout, mais... Moi j'ai une question très simple. Je voulais savoir si tu avais, sur quoi tu ajustais, c'était sur le DMC au diagnostic ou l'IMC moyen, ou comment c'était pris en compte ça? Est-ce que c'était juste la trajectoire d'IMC ou est-ce qu'il y avait aussi un ajustement sur l'IMC? Non, je ne réajuste pas sur l'IMC. Donc j'intègre la variable de trajectoire dans mon modèle et après j'ajuste sur les facteurs classiques du cancer du sein, mais je ne réajuste pas sur l'IMC. C'est pas recommandé d'ajuster sur... Alors, moi, dans ce que j'ai lu, j'ai pas vu sur les papiers, j'avoue que je me suis pas mal basée sur ce qui existait dans la littérature pour être sûre de construire le modèle bien comme il faut. Et de ce que j'ai vu sur les trajectoires de poids, j'ai jamais vu, ils n'ajustent pas sur l'IMC derrière quand ils analysent des trajectoires de poids. Ça vaut peut-être le coup de... Enfin, c'est pas parce que c'est pas fait que c'est pas... ça vaut peut-être le coup de regarder ce que ça donne effectivement. Je ne sais pas. Ouais, souvent ce qu'on fait, c'est que tu ajustes sur ta valeur à T0 pour voir si c'est vraiment l'effet trajectoire, parce que à part ta courbe noire, oui, non, mais là, les pentes, elles ont l'air d'être un peu similaires. On est d'accord. Tu te demandes si tout n'est pas prédit par ton T0. Ouais, oui. Alors en fait, ça, pareil, vu que j'ai pas fait que des analyses de trajectoire, je me suis d'abord attelée à faire des analyses plus classiques où, comme je disais tout à l'heure à Marianne, je compare des gains de poids entre deux points. Et là, par contre, je me suis intéressée à ce que j'avais analysé, c'était donc ce qui correspond à la pente, donc le gain de poids entre deux points, en ajustant ou en stratifiant sur le poids de départ pour un petit peu voir si ça vient du poids de départ ou si ça vient vraiment du gain de poids. En fait, là, on prend en compte le poids entre deux points, mais on ne sait pas comment on est passé d'un point à un autre. C'est-à-dire, il y a peut-être des femmes qui grossissent, maigrissent, et du coup, elles se retrouvent au même endroit, où elles se retrouvent, enfin, il y a les variations entre les points, et on peut imaginer que ça joue sur le cancer du sein ou d'autres. Alors moi j'avoue que quand j'ai commencé les analyses de trajectoire, je me suis dit chouette, je vais voir des femmes qui font le yo-yo. Et en fait j'en ai pas vu du tout. Et quand je les regarde individuellement, c'est-à-dire que quand je vais regarder vraiment moi l'évolution du poids individuellement dans ma base, en fait, parce que j'ai 2000 individus, mais ça peut se regarder, j'ai fait quelques analyses descriptives pour voir effectivement si je retrouvais des femmes qui augmentaient, qui descendaient, qui augmentaient, qui descendaient. Et comme tu dis, si on a des courbes qui se croisent, en fait, si on a des trajectoires qui se croisent, avec des femmes qui augmentent mais d'autres en face qui sont comme ça, en fait, ça va se retrouver sur une trajectoire plate et donc on ne voit plus rien. Et il se trouve qu'en fait, moi, je pense que, j'ai interprété ça comme ça, moi je n'ai pas ça dans mes données, les trajectoires de poids individuelles, je ne parle pas des résultats du modèle, sont assez linéaires. Et je me suis dit peut-être que c'était, vu qu'on demande le poids tous les 10 ans, en fait ça venait sûrement de là et que du coup des femmes qui font le yo-yo entre guillemets, j'en ai pas. Mais parce que du coup si j'en ai, je suis d'accord que c'est pas sûr que ça ressorte avec... Oui, enfin,
Et surtout, là, on ne peut pas répondre à la question de ce type de variation sur des périodes courtes. Est-ce que ça peut, je ne sais pas, peut-être Marianne, toi tu sais, est-ce que ça peut avoir un effet, à la limite, plus délétère qu'une augmentation en post-ménopause, voilà. Et avec ça, on ne peut pas... Enfin, c'est pour ça qu'à côté de ça, j'ai fait des analyses plus précises. Oui, moi je m'interrogeais sur la fiabilité du poids autodéclaré il y a 30 ans, il y a, Ouais. vous voyez, on me demande, enfin je sais pas, moi, je suis peut-être Alors, personne, mais on me demanderait quel poids j'avais il y a 30 ans, je ne saurais pas dire. Hein. Alors en fait, il y a des... Pareil à Laurence, elle m'a dit c'est juste ce que je fais En fait, il y a des gens qui font des études juste là-dessus. Et parce que là aussi, ce qui peut être reproché, c'est que c'est un poids qui est là autodéclaré, même au moment de... Enfin, le poids actuel, en fait, c'est le poids qui est autodéclaré. Il n'y a pas eu de mesure directe du poids dans l'étude. Donc tous les poids sont autodéclarés, aussi bien le poids à la date de référence, enfin un an avant la date de référence que les autres. Mais les études qui ont été faites là-dessus montrent que finalement, le poids autodéclaré, le poids actuel autodéclaré est relativement bien déclaré par les femmes, même si les femmes ont tendance un petit peu à se grossir. Et donc de ce que j'avais lu, les analyses qualitatives montrent quand même que l'autodéclaration des poids il y a 10, 20, 30 ans, c'est quand même assez... Enfin, en tout cas, les conclusions de ces papiers, c'était que c'était quand même relativement bien déclaré. Donc, mais la question se pose, je suis d'accord. Là, en fait, on ne travaille que sur des données observées, on ne peut pas faire de prédiction avec ça. On ne peut pas dire, vous, comment vous êtes maintenant, vous allez faire telle trajectoire. Non. Non.